Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette conférence sur la sobriété, une conférence qui a pour objet de répondre à cette question. La sobriété est un terme à bannir ou à investir. Pour y répondre, nous avons imaginé cette conférence autour de deux temps. Un premier temps qui aura pour ambition de dresser un panorama aussi complet que possible autour de cette notion, puis un second temps d'échange, de partage avec trois intervenantes pour le moins prestigieuses. Je veux citer par ordre alphabétique Claire Collet, directrice de la stratégie de la communication de la marque Orange, Tiffaine Duplessis, présidente de BETC Full Six, et Hélène Valade, directrice développement environnement du groupe LVMH. Elles partageront avec nous leurs expériences, leurs visions de ce thème, et nous les en remercions chaleureusement. Pour les interroger, Jean-Marc Vittori, éditorialiste, journaliste au journal Les Échos, que vous pouvez aussi entendre sur BFM Business ou lire dans TTSO. Et nous le remercions de nous faire l'honneur de sa présence parmi nous aussi ce matin. Alors avant de plonger dans notre sujet, je vous propose un temps d'inspiration, d'immersion, d'inspiration, qui sait. Elle est tirée du Misanthrope de Molière, et qui dit « La parfaite raison fuit toute extrémité. Elle veut que l'on soit sage, avec sobriété. » Voilà. Alors, démarrons sans plus tarder par Il était une fois. Il était une fois parce que, heureuse ou malheureuse, les histoires commencent toujours ainsi, avec leurs héros, leurs quêtes, leurs épreuves et leurs épées magiques. Alors, il était une fois la sobriété. Et l'histoire débute le 24 août 2022 par le discours du président de la République en introduction du Conseil des ministres. Ce tableau que je fais là, cette fin de l'abondance, cette fin de l'insouciance, cette fin des évidences, montre que c'est au fond une grande bascule que nous vivons, face à laquelle, évidemment, nos compatriotes peuvent réagir avec beaucoup d'anxiété. Un discours solennel, pour le moins, qui survient dans un contexte marqué par une crise nouvelle, la guerre en Ukraine, laquelle vient bouleverser nos approvisionnements énergétiques. La fin de l'abondance, la fin de l'insouciance, la fin des évidences, une prise de parole qui se présente comme une rupture entre un avant, décrit comme empreint d'une forme de légèreté, l'insouciance, et un avenir marqué par la gravité. Et puis 2 semaines plus tard, le chef de l'État convoque une conférence de presse sur l'énergie qui nous fait, pour le coup, entrer directement dans l'ère de la sobriété. Si nous savons collectivement nous comporter de manière plus sobre et nous savons faire des économies d'énergie partout, alors il n'y aura pas de rationnement et il n'y aura pas de coupure. Une sobriété qui est présentée donc comme la seule voie de salut permettant d'éviter le pire par un engagement de toutes les parties prenantes, un appel à la mobilisation de chacun pour le bien de tous, et qui, à l'inverse de ce qui avait été fait lors de la crise du Covid, elle ne repose sur aucune obligation, aucune contrainte et n'est assortie d'aucune sanction. C'est un mot, la sobriété, qui dénote dans une société qui était jusqu'alors mue par un dogme unique, bien éloigné de ce principe, celui de la croissance. Mais l'histoire de la sobriété est en effet un petit peu plus ancienne que cela. Et si nous revenons au basique en ouvrant la page du dictionnaire, nous voyons que la sobriété renvoie à des notions de tempérance, de modération, de prudence. Tempérance dans le boire et le manger, se dit de quelqu'un qui observe les règles de la morale, qui mène une vie honnête, austère, se dit d'une personne qui témoigne de la mesure, de la modération et de la prudence en toute chose. La tempérance, une des 4 vertus cardinales que les Grecs avaient érigées comme principe organisateur de la société pour en assurer à la fois l'harmonie et l'équilibre, une idée que l'on retrouve d'ailleurs au fronton du temple d'Apollon à Delphes où il est écrit « Meden Hagan », c'est-à-dire « rien de trop ». Une sobriété qui est donc par essence une règle morale, qui est là pour résister à nos pulsions humaines, l'hubris, c'est-à-dire notre penchant pour l'ivresse, la passion, la démesure, l'orgueil. Elle ne nous est donc pas naturelle et demande de notre part un effort. En poursuivant cette investigation, on voit qu'avant la Renaissance, la sobriété est donc à la fois une règle morale, mais aussi un principe de régulation qui permet de faire face
aux caprices de la nature avec ses périodes d'abondance et de pénurie. Elle est là pour nous permettre d'économiser les ressources. Avec la Renaissance, la création, la puissance créatrice illimitée des hommes, ainsi que les révolutions scientifiques et techniques qui sont magnifiées, la société commence à s'éloigner de cette notion de la sobriété. Et Rousseau le résume parfaitement en faisant à la fois l'éloge de l'homme et de sa faculté à se perfectionner, mais en craignant aussi qu'il ne vienne le tyran de lui-même et de la nature. Arrive ensuite la révolution industrielle, ses machines, la mécanisation. La production à grande échelle devient le moteur du progrès économique et social, bien loin de la notion d'économie de moyens. Puis sont ensuite les 30 Glorieuses, le règne de la consommation de masse, où la quête de l'être passe par l'avoir, je suis bien parce que j'ai du bien, mu par le cycle infini du désir et de l'ennui, cher à Schopenhauer, et dont Émile Durkheim, dès la fin du XIXe, pointe la vacuité. Rien ne saurait calmer nos convoitises, puisque le but où elles tendent est infiniment au-delà de tout ce qu'elles peuvent atteindre. Puis survient alors 1973, le premier choc pétrolier sur fond de révolution culturelle et de remise en cause de la société de consommation. La crise énergétique fait son apparition, avec elle son train d'incitation à la chasse au gaspillage, c'est le grand retour de la sobriété. Et déjà à l'époque, le pull est à la fête. Les anciens chauffages d'appoint avaient du charme. Enfin, disons qu'ils chauffaient surtout les chevilles. On en fit donc qui ventilaient la chaleur. Très efficace, mais grand dévoreur de kilowatts. Très apprécié des gaspilles. Et vous allez maintenant découvrir le dernier prototype, le modèle anti-gaspi. Efficacité immédiate, poids 200 grammes, consommation nulle. Formidable. Chassons les gaspilles de chez nous. Et hop, sachant que c'est à la même période qu'un groupe de scientifiques et d'économistes se réunissent dans le cadre du Club de Rome et publient un rapport qui fait date, le rapport Mido, un rapport qui pointe les limites d'une croissance exponentielle dans un monde fini. C'est un peu l'ancêtre du rapport du GIEC. Mais cette idée de la sobriété disparaît à nouveau assez vite. Et pour sortir de la crise, les économistes n'ont qu'un mot d'ordre, la croissance. Pour autant, durant toutes ces périodes, les enjeux climatiques, de biodiversité, d'environnement, de dépendance énergétique s'égrènent au fil de la chronique quotidienne des catastrophes annoncées, questionnant à la fois nos conditions de subsistance et notre modèle économique. Pendant la même période, pendant ces 45 ans, nous voyons naître 27 conventions mondiales sur le climat, 6 rapports du GIEC, tous plus alarmants les uns que les autres, et Greta Thunberg, qui fait la une des magazines. Mais survient le 24 février 2022, Vladimir Poutine prend la décision de lancer une opération militaire en Ukraine, conduisant à une série de sanctions envers la Russie, dont l'arrêt des importations en pétrole, en gaz, et ses conséquences sur nos économies. C'est à cette occasion que le plan de sobriété énergétique est lancé, que le chef de l'État parle d'un moment de bascule s'inscrivant dans une vision plus large, de long terme, pour laquelle nous allons devoir profondément réformer nos modes de vie et de consommation. Et de fait, si l'actualité parle de la sobriété énergétique, c'est en réalité des politiques de sobriété dont il faudrait parler, comme le recommande le GIEC. Si l'on se réfère à ce groupe d'experts, la sobriété se définit par une politique de gestion des ressources entre l'ascétisme et l'accès, mais où la notion de sobriété est toujours très présente. Alors, à ce moment de l'histoire, la question que nous pouvons nous poser est: les Français sont-ils prêts à ce changement profond, à ce moment de bascule? Ce qui est certain, c'est que la crise sanitaire mondiale que nous avons vécue, et notamment son premier confinement, s'est présentée comme une forme de catharsis, un lendemain de fête, d'où on sort en état d'ébriété. Beaucoup de prophètes en tout genre, de prospectivistes en herbe avaient prédit un jour d'après bien différent du jour d'avant. Force est de constater que ce ne fut pas le cas. Pour autant, ce que nous voyons, c'est que cette crise a été un accélérateur des prises de conscience, une forme de catalyseur des aspirations pour un nouveau modèle. Ainsi, 52% des Français pensent qu'il faut sortir du mythe de la croissance infinie et revoir complètement notre modèle économique.
73% des Français pensent que consommer mieux est avant tout consommer moins. 80% des Français déclarent qu'ils pourraient être heureux dans un monde plus sobre et 82% des Français pensent que réduire notre empreinte carbone est un enjeu majeur. Et même du côté des dirigeants, on s'aperçoit que presque un dirigeant sur deux, 39%, pense que leur entreprise ne pourra rester viable s'il n'y a pas de changement radical. Ces aspirations très massives, on le voit, on est à plus de 80%, sont en réalité nourries par une très forte inquiétude des Français face à toutes ces questions liées au climat et à l'environnement. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, dans son discours, a bien saisi cet état de l'opinion. Il l'exprime très clairement. C'est au fond une grande bascule que nous vivons, face à laquelle nos compatriotes peuvent réagir avec beaucoup d'anxiété. Et de fait, aujourd'hui, ce que l'on observe, c'est que 78% des Français se disent inquiets face au changement climatique actuel et 27% se disent très inquiets. Quand on regarde du côté des jeunes, on a un jeune sur 5 qui nous dit que la crise climatique actuelle est un sujet qui les angoisse vraiment. Rappelons que derrière ces mots inquiétude versus anxiété, il y a une grande différence. La peur, l'inquiétude est un sentiment positif, c'est un instinct de survie qui nous conduit à l'action. Par exemple, si j'ai peur de me brûler en sortant un plat du four, eh bien je prends un torchon et je peux agir en sortant le plat. À l'inverse, face à un danger, si je ne vois pas ce que je peux faire, si je ne vois aucune solution pour agir, alors naît la tétanie, l'angoisse qui me plonge dans un état d'anxiété ou alors dans un déni de la situation qui explique notamment la montée au cours des années précédentes des climato-sceptiques. C'est pourquoi, face à ces inquiétudes, les Français ont naturellement l'envie, le besoin d'agir. Et de fait, au-delà des aspirations que nous voyons au fil du temps, on s'aperçoit que les Français font de plus en plus d'efforts à leur échelle, à l'instar du colibri qui fait sa part en essayant d'éteindre le feu de la forêt face aux autres animaux éberlués et en état de tétanie. Et les études qui peuvent être conduites, certes déclaratives, montrent qu'effectivement les Français font de plus en plus de choses pour réduire leur empreinte carbone, comme boire l'eau du robinet, 85%, trier les déchets, 70%, comme économiser l'eau, 63%, comme éteindre la lumière, 60%, utiliser une gourde au quotidien, 54%, ou encore économiser le chauffage, 53%, et ces chiffres étaient issus d'enquêtes réalisées en 2002, c'est-à-dire avant que la guerre en Ukraine arrive. Et en termes d'évolution, ce que nous voyons, c'est que là aussi, il y a de fortes évolutions dans l'action qui est conduite. 23% des Français déclaraient se déplacer en vélo ou à pied plutôt qu'en voiture, versus 40% aujourd'hui. 54% en 2008 disaient baisser la température de leur logement ou limiter la climatisation. Ils sont 70% aujourd'hui. 41% déclaraient limiter leur consommation de viande, ils sont 53%. En 2017, 37% disaient déclarer consommer moins. Ils sont 58% aujourd'hui. Mais si les esprits semblent mûrs pour un changement de modèle, cette invitation à la sobriété pour des enjeux de résultats immédiats a pris des airs d'une nouvelle injonction, avec son slogan sous forme de triptyque « J'éteins, je réduis, je décale ». Et une injonction, des injonctions qui viennent s'ajouter à une longue série d'injonctions depuis de nombreuses années qui viennent toucher aux sphères de notre espace individuel et qui sont vécues par les Français comme de l'ingérence, avec parfois leur lot de contradictions, comme l'illustre cette chanson des Goguettes, produite lors du premier confinement. T'as voulu voir Macron et on a vu Macron. Maintenant tout est plus clair, on sait ce qu'il faut faire. Pour pas se contaminer, il faut se confiner, mais pour se déconfiner, il faut être immunisé. Pour être immunisé, il faut se faire contaminer. Pour se faire contaminer, il faut se déconfiner. C'est QFD. Par ailleurs, au-delà de cet enjeu de risque d'overdose, on a aussi là une incitation qui arrive dans un climat de défiance majeure vis-à-vis des gouvernants.
Aujourd'hui, et quand je dis aujourd'hui, c'était avant la séquence sur la retraite, 26% faisaient confiance au gouvernement, 28% des Français faisaient confiance au gouvernement pour anticiper l'évolution de la crise gouvernementale, c'est-à-dire moins d'un Français sur 3, alors que dans le même temps, 69% des Français sont convaincus que leur vie va être durablement changée par les crises environnementales actuelles. 67% pensent que 67% des jeunes pensent que leur vie sera moins facile que celle de leurs parents. Alors, à ce moment de l'histoire, nous pourrions résumer les choses ainsi. Les esprits sont prêts, dans le sens où les enjeux environnementaux sont intégrés, que l'inquiétude face à l'avenir est forte, que le besoin d'agir, on l'a vu individuellement et collectivement, est acquis, mais la multiplication à la fois des injonctions et le climat de défiance vis-à-vis des gouvernants sont des obstacles aujourd'hui importants. D'où la question, la sobriété, est-ce une valeur, un principe, un terme à bannir ou à investir? C'est pourquoi on a directement interrogé les Français autour de cette notion de la sobriété, avec une question assez simple. Spontanément, pour vous, le terme sobriété, est-ce un mot, une idée, un principe extrêmement positif, très positif, plutôt négatif, très négatif ou extrêmement négatif? Et avant de découvrir les résultats, j'ai tendance à vous interroger, vous qui êtes derrière votre écran, pour vous dire, est-ce que vous pensez que les Français ont une image positive de ce terme? Je ne fais pas durer plus longtemps le suspense. 73% des Français se disent que le terme sobriété est pour eux une idée, un principe positif. 20% disent qu'il est extrêmement positif. C'est un mot donc vécu de manière extrêmement positive, donc quelle que soit la génération, quelle que soit l'origine sociale, le niveau de ressources, quelle que soit la catégorie d'agglomération, le fait que l'on vive à Paris ou qu'on vive en province, seule la préférence partisane vient modifier légèrement ce niveau d'adhésion extrêmement massif. Et puis, à cette adhésion, qui est à la fois rare et massive, s'ajoute une richesse d'évocation extrêmement dense. On est bien loin du rejet dont les réseaux sociaux se font la caisse de résonance, seulement 1% parle de manipulation. Elle est très peu associée à une forme de renoncement, de frustration ou de régression, on le voit, 8%. Évidemment, puisque c'est un terme jusqu'à maintenant utilisé dans cet esprit, la notion d'alcool et d'abstinence fait son apparition. On voit aussi que la sobriété n'est pas forcément associée à la sobriété énergétique, ce n'est le cas que pour 11%. À l'inverse, on voit une forme d'aspiration profonde et latente pour ce terme qui évoque la simplicité, l'équilibre, la sagesse, le bon sens, le retour à un équilibre de vie qui semble nous permettre de nous détacher à la fois de nos excès, de nos addictions modernes, on parlait tout à l'heure de l'hubris, pour gagner en mieux-être en étant davantage reconnecté à soi et à la nature. Par ailleurs, et c'est extrêmement important, venant nourrir l'adhésion à ce principe, ce qui s'est passé à l'occasion du plan de sobriété énergétique a été très positif et à double titre. Il a permis de réconcilier les aspirations du citoyen avec les intérêts du consommateur en étant sobre et en étant conformes à leurs aspirations. Les Français ont en moyenne gagné 77 € de pouvoir d'achat. C'est en tout cas ce que nous dit une projection du cabinet ARES. Mais, et c'est extrêmement important, cette action a permis de regagner sur le registre de la fierté collective, puisque l'action de chacun, l'action individuelle, a permis à tous d'éviter les coupures, le rationnement, le tout sans qu'il n'y ait eu de sanctions, avec seulement un discours de confiance, on pourrait dire un discours horizontal, d'adulte à adulte, comme le diraient les spécialistes en PNL, programmation neurolinguistique. Il est important de comprendre quels ont été les deux moteurs, et je vais insister un petit peu sur cette notion, les deux moteurs de cette adhésion à la sobriété énergétique.
évidemment, on en a parlé, le fait que cette action ait été directement bénéfique au pouvoir d'achat de chacun. Le second point, c'est l'exemplarité, c'est-à-dire la force du mimétisme comportemental qui est, rappelons-le, ce qui nous construit dès les premiers mois de notre vie. C'est comme ça que nous devenons des êtres sociables, que nous sommes capables de parler, de rire, de sourire, de sentir les émotions des uns et des autres, de marcher. Et le mimétisme, c'est ce qui nous construit. Et à cet égard, d'ailleurs, les Français, sur cette question des gestes écologiques, dans une étude faite par l'ADEME, déclarent à 61% que voir les autres fournir des efforts en faveur d'une consommation responsable les motive à le faire. Et c'est bien normal, car la sobriété, bien qu'aspirationnelle, nous l'avons vu, n'est pas naturelle et demande d'autre part un effort. D'ailleurs, aujourd'hui, les Français attendent des marques qu'elles les aident à consommer de façon plus responsable et veulent des preuves tangibles de leur engagement. Une exemplarité sur laquelle j'insiste parce qu'elle est d'autant plus nécessaire que pour une très large part des Français, le régime de la sobriété était déjà d'actualité avant qu'on en parle, une sobriété subie et non choisie. 44% des Français déclarent devoir se restreindre pour boucler leur fin de mois, 14% déclarent que leur pouvoir d'achat ne leur permet pas du tout de vivre décemment, 29% des salariés du privé disent avoir des difficultés à finir leur fin de mois. On n'est pas uniquement sur les chômeurs et les retraités. Et puis, à nouveau, un petit focus sur les jeunes, puisque c'est la génération qui construira le monde de demain. Des jeunes qui disent que l'augmentation du coût de la vie et de l'inflation les inquiète beaucoup, pour près d'un sur deux, 44% disent ça. Une exemplarité des conditions de vie qui est à nouveau très très bien résumée dans ce couplet réalisé par les Goguettes. C'est la ruinance. Paraît faut qu'on rentre dans la sobriété. J'ai dû louper un truc, moi je croyais déjà que j'y étais. Mais j'ai cru voir dans le ciel un jet privé, en pleine canicule, des terrains de golf arrosés. Dans ce contexte économique, dans une société toujours plus transparente, les manquements à l'effort collectif deviennent choquants. D'où la résonance de l'affaire des jets privés de Kylie Jenner et Elon Musk, lancée par Jack Sweeney, 19 ans, créateur d'un compte Twitter Celebrity Jet. Une situation qu'il est important d'avoir en tête lorsque l'on parle de la sobriété. L'autre raison pour laquelle l'exemplarité est nécessaire, c'est que le démon du désir consommatoire et sa mécanique de l'accès à l'être par l'avoir, amplifié, comme je le disais, par le cycle infernal du désir et de l'ennui, est toujours bien présente, en dépit de nos aspirations à la sagesse. Le cycle du désir de l'ennui, c'est quoi C'est je m'ennuie et je n'aspire qu'à une chose, c'est le bonheur que je place dans un objet, et puis une fois que j'ai cet objet, je pensais que le bonheur serait au rendez-vous, mais il ne l'est pas. Donc me voilà replongé dans l'ennui et à nouveau de désirer d'autres objets. Ainsi, on le voit, si 83% des Français souhaiteraient vivre dans une société où la consommation prend moins de place, on a en même temps 60% des Français qui souhaitent pouvoir se payer plus souvent des choses qui leur font envie, 72% des Français qui disent que les achats sont pour eux une façon de se faire plaisir, et puis si on revient sur les jeunes, qu'on dit souvent très très engagés sur toutes ces questions climatiques, ils sont 49%, 1 sur 2, à nous dire que pour se sentir mieux, ils ont déjà acheté des produits beaucoup trop chers pour se faire plaisir. Alors, si la sobriété constitue bien une valeur, un principe, une idée à la fois possible et aspirationnelle, quels sont le champ des possibles, sans C-H-A-N-T ou C-H-A-M-P, ou quelles sont les voies, VOX ou VOIE. Alors, pour rappel, on a dans le combat d'un côté le mythe de la croissance infinie, qui, pour faire une petite parenthèse, est extrêmement bien résumé dans le livre la théorie de l'équation du nénuphar d'Albert Jacquard, qui explique que dans un lac se situe un nénuphar. Et puis le nénuphar double de surface de population chaque année.
Donc la première année, 1 nénuphar, la deuxième année, 2 nénuphars, la troisième année, 4 nénuphars, la quatrième année, 8 nénuphars. Bon, vous comprenez la mécanique, c'est le principe de la croissance exponentielle. Et puis arrive une centaine d'années plus loin, un nénuphar qui dit « Oh là là, on occupe 25% du lac, la situation est dangereuse. » Et tous les nénuphars de lui répondent « Mais il n'y a aucun danger, on a mis plus de 100 ans à occuper un quart du lac. » Sauf que vous l'aurez compris, le lendemain, ils occupent 50% du lac, le surlendemain, 100% du lac, et ils étouffent d'asphyxie. Donc d'un côté, ce mythe de la croissance exponentielle, avec sa promesse de catastrophes naturelles subséquentes, et puis de l'autre côté, on a le dogme de la décroissance, qui agite ces chiffons tissés à la fois de restrictions, de frustration, de déclassement général, et qui ne peut être de toute manière un dessin aspirationnel, un moteur au changement. Donc la sobriété se présente comme une voie étroite, dont le caractère moral, mais aussi l'ancrage dans ce qu'il est convenu appeler le bon sens paysan, pourrait se présenter comme un dessin, une voie possible où il s'agirait de faire moins, mais mieux. Pourquoi mieux? Parce que c'est un principe où les notions d'efficacité, de productivité sont implicites et nous inscrivent toujours dans une notion de progrès. Et c'est probablement d'ailleurs pour ça qu'elle parle à tous. Mais c'est un équilibre de communication qui reste délicat. Pourquoi? Parce qu'il faut éviter l'injonction, pour les raisons que l'on a vues, et être dans l'incitation, faire attention à ne pas être taxé de greenwashing, donc avoir un discours de sincérité, faire attention à la défiance, donc créer un climat de confiance, probablement d'ailleurs en l'illustrant de preuves tangibles, ne pas être dans la contrainte, mais utiliser les mécaniques du désir, tout ça pour arriver à l'adhésion et éviter le rejet, comme ce qui pourrait arriver. Dans ce contexte-là, si on revient sur les enjeux des marques et des entreprises, on voit qu'elles occupent une place centrale aujourd'hui dans le monde tel qu'il est. Et elles occupent une place centrale dans nos modes de vie parce que, compte tenu des imaginaires qu'elles développent dans leur communication, des comportements qu'elles influencent par leurs offres, mais aussi plus récemment par les missions qu'elles se donnent, elles sont aujourd'hui au cœur de l'innovation sociale, économique et environnementale, et c'est ainsi que les Français les voient. Ainsi, on voit, 70% des Français pensent que les entreprises ont aujourd'hui un rôle à jouer sur les sujets de société. 67% des Français estiment que la protection de l'environnement devrait faire partie de la priorité des entreprises. 58% des Français pensent que les entreprises sont celles qui ont le plus pouvoir d'améliorer les choses et le monde dans lequel on vit. C'est important de l'avoir en tête, sachant qu'effectivement, les entreprises qui iraient dans cette voie et qui s'y engageraient réellement ont tout à y gagner, puisqu'on a 63% des Français qui se disent aujourd'hui attentifs aux engagements des entreprises depuis la crise sanitaire, 71% des Français qui se disent davantage fidèles aux marques dont elles épousent les valeurs de solidarité, d'environnement ou de responsabilité. Alors, quels sont les leviers possibles? Pour répondre à cette question, nous avons eu envie de prendre en fait cette question qui a été posée par l'ADEME et qui nous permet effectivement de comprendre quels sont les axes qui sont préemptables par les entreprises et qui sont souhaitables. La question posée était pour débuter le changement d'habitude et aller plus loin dans une consommation responsable, quelles difficultés rencontrez-vous? Et on voit, il y a 7 leviers que les entreprises peuvent actionner. Le premier, c'est l'accessibilité, c'est-à-dire intégrer le bénéfice économique à la proposition de valeur dans un contexte de tension sur le pouvoir d'achat. 65% disent « cela me coûte trop cher ». Deuxième, avoir une large gamme de solutions et d'offres possibles. 45% disent « il n'y a pas assez de produits responsables proposés ». Le troisième, on a insisté sur ce sujet, c'est l'exemplarité. Utiliser le ressort du mimétisme
comme une force d'entraînement en insistant sur la portée du micro sur le macro, des actes individuels sur le bénéfice collectif. La désirabilité, ne pas oublier que nous sommes des êtres de désir qui cherchons toujours à réduire notre effort, notre peine, la douleur, donc s'appuyer sur la notion de plaisir pour nourrir un imaginaire aspirationnel autour de la sobriété. 30% disent « je n'ai pas envie de renoncer à des plaisirs ». Rassurer sur l'efficacité qui est au cœur de la notion de sobriété, moins mais mieux, l'efficacité à la fois des efforts accomplis, mais aussi l'efficacité des offres et des solutions proposées. Être responsable dans l'imaginaire qui est proposé autour de la communication, 20% nous disent « j'ai aujourd'hui du mal à résister aux incitations commerciales ». Et puis, plus globalement, plus transversalement, un maître mot, être l'acteur qui accompagne, c'est-à-dire qui propose des solutions, qui montre la voie, qui donne envie, et non pas celui qui culpabilise, qui stigmatise ou qui oblige. 20% disent « je ne sais pas comment m'y prendre », 17% disent « ça me demande trop de temps », 11% disent « ça me demande trop d'efforts ». Alors pour terminer, j'avais envie de partager avec vous quelques exemples illustrant ce champ des possibles. Sur un premier axe, qui est notamment celui de s'engager et de montrer l'exemple. Comme par exemple Dove, qui a décidé de s'engager d'ici 2025 à limiter les déchets plastiques en supprimant l'emballage de ses célèbres pains de beauté et en utilisant des bouteilles réalisées à partir de plastique recyclé et en proposant aussi d'ailleurs des déodorants rechargeables, mais aussi Système U, Auchan, Intermarché et d'autres comme Louis Vuitton, Hélène nous en parlera, qui se sont accordés sur différentes mesures d'économie d'énergie, comme éteindre les enseignes lumineuses après la fermeture ou de baisser les chauffages dans les allées. Leclerc, qui s'engage d'ici septembre 2023 à arrêter de distribuer ses prospectus en boîte aux lettres partout en France pour réduire le gaspillage papier, qui représente quand même 50 000 tonnes de papier économisées par an. Orange Business Service, qui dans le cadre de son plan stratégique Engage 2025 s'était engagé à mener une transformation numérique durable avec toutes les parties prenantes. Et puis enfin, cet exemple assez incroyable, assez surprenant, de KLM le 29 juin 2019, c'est-à-dire avant la crise Covid, qui engageait ses clients à... Mais je vous laisse plutôt voir la vidéo. Look at it go. Still feels like magic, doesn't it? Do you remember your first flight? We do. Even though it was 100 years ago. Going here, and ooh yeah, even here. People have really gotten the hang of it. It's changed our world forever. But 100 years of aviation comes with great responsibility. Because you want our children to get to know this beautiful world too, right? That's why we're working night and day to improve flying for the next 100 years. But we can only make it possible together. That's why we want to ask you something. To fly more responsibly. Do you always have to meet face to face? Could you take the train instead? Could you contribute by compensating your CO2 emissions or packing light? We, the first commercial airline in the world, today kindly invite you, all travelers in the aviation industry, to join forces. To join us in making the world aware of our shared responsibility. We all have to fly every now and then. But next time, think about flying responsibly. No comment. Deuxièmement, proposer des alternatives simples. On parlait de montrer la voie, comme le propose par ailleurs Barilla, avec des temps de cuisson passifs permettant effectivement d'avoir un mode de cuisson qui est moins énergivore, ou encore cette initiative de Picard qui propose des offres de produits qui soient portionnables pour réduire le gaspillage alimentaire. Une offre poussée d'ailleurs à destination des étudiants, associée avec une e-card que les parents peuvent alimenter pour nourrir leurs chérubins devenus étudiants. Ou encore cette offre Ouigo qui est une offre de trains lents, des trains de nuit à des tarifs très compétitifs. Ou encore Darty avec son offre Darty Max, avec un SAV responsable qui propose contre un abonnement mensuel de réparer ou reprendre les produits en panne, même ceux achetés
avant la signature du contrat, tout ça pour lutter contre les 400 000 tonnes de produits électroménagers qui finissent dans les poubelles, selon l'ADEME. Autre axe possible, inciter au changement des habitudes. On parlait de montrer la voie, comme le propose Uniqlo, qui propose à ses clients de rapporter leurs vêtements usagés et qui s'engage à les recycler. Decathlon, avec son programme 4R, qui invite ses clients à venir réparer, recycler, réutiliser ses produits grâce notamment à ses propositions de reprise, de location et d'occasion. Carrefour, qui s'associe à Loop et qui revient au principe de la consigne de verre, avec derrière eux des grandes marques comme Coca-Cola, Nutella, Ricoré ou encore Choc à Pic. Et puis plus simplement peut-être EDF, qui nous invite à renouer avec les gestes de bon sens de nos aïeux. Oui, messieurs, et pourtant, elle tourne! Les visionnaires passent toujours un peu pour des dingues. Moi, je connais quelqu'un qui avait aussi des décennies d'avance. Ma grand-mère. L'électricité, c'est pas pour jouer. Ouais. Dans le noir, on dort comme un loir. L'eau du bain, c'est pour le jardin. Non mais franchement, qui fait ça? Sauf que 20 ans après, j'ai tout compris. Ce chauffage, Amandine, 19 degrés, tout le monde s'y est mis. Eh ben, c'est pas trop tôt, les cocos. Elle avait raison. Les gestes utiles, toujours utiles pour vous et pour tous. Parler de sobriété, ce n'est pas forcément être uniquement dans la morale, enfin donner des leçons de morale ou être ennuyeux. C'est aussi l'occasion de se différencier, de s'inscrire dans la disruption, comme le fait Patagonia depuis des années, avec cette campagne Don't Buy This Jacket pour accompagner ces 4 engagements, Reduce, Repair, Reuse et Recycle, dans un engagement qui est plus large et qui conduit à n'utiliser que ce que la nature est en mesure de remplacer, ou encore Black Market, avec sa campagne qui dénonce le jour le plus inutile de l'année et qui invite ses consommateurs à ne pas céder à cette journée du Black Friday, qui s'inscrit dans une frénésie consommatoire et qui les invite à acheter des produits reconditionnés. C'est Lush aussi, avec le lancement de sa gamme Nike, qui est produit débarrassé de leurs emballages et qui, lors du lancement de cette gamme de produits, fait des events où les vendeurs sont eux-mêmes débarrassés de leurs emballages. Et puis SNCF avec cette campagne composée de plusieurs spots pour le moins culottés et qui nous invite à prendre le Wigo parce que c'est être écolo sans le faire exprès. Pourquoi t'as fait ça? Maman! Se faire priver d'écran par sa mère, c'est comme prendre un Wigo pour seulement 8 €. C'est être écolo sans faire exprès. Le dernier axe, et non des moindres, c'est actionner les forces du désir, rendre ce projet de sobriété désirable. Pour l'illustrer, je n'ai pas pris d'exemple, car avant même d'avoir invité Tiffaine Duplessis, je souhaitais faire référence à la tribune de Mercedes Serra, nous invitant à faire de la sobriété le nouveau cool. Un enjeu pour lequel la publicité, la communication, le marketing, tous les métiers que nous faisons tous, au sens large, ont un rôle essentiel à jouer par la force des imaginaires qu'ils proposent aux consommateurs. Alors, pour résumer, la sobriété est une notion extrêmement porteuse car elle rentre en résonance avec les aspirations des Français. Elle est porteuse d'une forme de reconnexion à soi, à la nature, elle est ancrée dans le bon sens, les esprits sont prêts parce que très inquiets de l'avenir, ils ont besoin d'agir et ne demandent qu'à être accompagnés, encouragés, sachant que les entreprises dans ce contexte-là ont un rôle clé dans cette transition, un rôle d'accompagnement, d'exemplarité, assorti de preuves tangibles pour éviter à la fois le greenwashing et la défiance. Et si nombre d'écueils sont à éviter, on les a vus, il existe aussi de nombreuses voies, de nombreux leviers pour tendre à rendre la sobriété désirable avant qu'elle ne soit contrainte.
Alors je vous propose, avant d'écouter le débat et de passer la parole à la fois à nos intervenants et à Jean-Marc d'écouter cette chanson. Le rose qu'on nous propose, d'avoir les quantités de choses qui donnent envie d'autre chose. Aïe, on nous fait croire que le bonheur c'est d'avoir plein nos armoires. Dérision de nous dérisoire, car foule sentimentale, on a soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Alors sans plus attendre, je vous laisse écouter la rencontre avec nos intervenants et les questions de la salle. Merci à vous, au revoir.